Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo sur les micros où je parlerai plus spécifiquement des split coil puisque j'ai un projet spécial de micro précision basse. La personne concernée saura de quoi je parle. Et donc on va légèrement plus parler de ça. Donc en fait là j'ai un set à construire de micro précision basse. Donc on va voir un peu de quoi il en retourne et je vais parler plus spécifiquement du coup, avec un exemple précis d'un micro de précision basse. Ainsi voici basiquement à quoi ressemble un micro précision basse lorsqu'il n'est pas monté. Du coup on va avoir des bases qui seront en fibre vulcanisée, qui est une espèce de cellulose qui va être mélangée et utilisée d'une façon particulière pour donner des bases qui sont vraiment solides mais qui à la fois peuvent recevoir les aimants Alnico que vous allez mettre dedans. Donc la construction a été créée par Leo Fender avec sa Telecaster, mais du coup là on va avoir une certaine particularité puisqu'on aura deux bobines, puisqu'on va avoir pour faire une bobine type Fender, il faut deux plaques et ranger l'aimant, donc on aura deux bobines. Et donc, la bobine est faite d'une façon où vous allez enfoncer vos quatre aimants ici dans les bobines, et après vous allez mettre le dessus. Bon, ça c'est le dessous, hein. Vous le reconnaîtrez puisque les œillets servent à enrouler le fil de cuivre, et après à mettre votre fil qui ira jusqu'à votre circuit électrique. Et donc, au final, sur le plan, dans l'autre plan, en fait, vous allez avoir une bobine créée par les aimants, et donc le fil de cuivre s'enroulera autour des aimants. Alors, moi, j'utilise pas forcément cette technique-là, mais vous pouvez prévernir pour éviter que si l'aimant a des imperfections, il coupe le fil de cuivre. Vous pouvez prévernir ou préparaffiner votre micro et après, une fois qu'il sera fini, vous devrez le reparaffiner pour augmenter la résistance à la microphonie. Donc je parlerai certainement d'une autre vidéo. Mais du coup, vous vous retrouvez avec deux bobines qu'il faut enrouler les deux dans le même sens. Je dis ça parce que en fait, c'est le même principe qu'un humbucker. Vous allez enrouler vos deux bobines dans le même sens. Et donc elles sont normalement comme ça. Après il n'y a pas de problème à les placer dans un autre sens, mais ce qu'il faut c'est que le circuit, en fait ce que vous faites généralement pour comprendre que vous avez bobines dans le même sens, c'est que vous mettez un fil blanc et un fil noir et vous faites pareil de la même façon. Et ce que vous allez faire c'est connecter les mêmes fils ensemble, en fait, le noir avec le noir, ce qui va faire que le circuit, l'énergie créée va aller dans un sens et dans l'autre, et en fait ça fera ce qu'on appelle une annulation de phase, mêlée au fait que les aimants d'un côté auront une certaine orientation et les autres aimants auront une orientation opposée. Donc on est sur une basse, donc on a quand même 8 aimants, puisque pour la captation, Leo Fender a décidé de prendre 2 aimants. Il a dû se dire que par rapport à son premier micro type précision, le volume devait être pas assez fort, et donc la seule solution qu'ils avaient à l'époque c'est de prendre plusieurs aimants Alnico, et c'était aussi une solution économique, hein, parce que ça permettait d'utiliser les mêmes aimants qu'ils utilisaient sur leur guitare, donc c'était plus simple d'en prendre 2 que par exemple sur un humbucker Gibson ou surtout Music Man, puisque c'est eux qui ont créé cette version de micro. Vous avez un gros plot qui sera beaucoup plus puissant et avec un micro actif. Bon, ça c'est autre chose. Donc du coup ce que vous allez faire c'est faire sortir la bobine d'un côté et la faire entrer du côté où vous l'avez sortie de l'autre. Enfin, c'est comme ça, et là je l'ai pas encore ici, mais vous pouvez rajouter une plaque de cuivre. Alors ça c'est pas obligatoire, je saurais pas exactement, faudrait que je fasse des recherches là-dessus, je sais pas quand ça a été utilisé exactement, mais c'est assez particulier. En fait c'est le même montage qu'une Telecaster, c'est que dans votre circuit vous allez ajouter ce qu'on appelle une elevator plate. En gros c'est une plaque de métal qui fait une sorte de grounding, mais pas vraiment comme ça devient un conducteur géant, et en fait ça donne un son particulier à l'instrument. Alors là je cherche quelque chose. Bon, usuellement c'est fait
le modèle que j'ai pris, hein, c'est le modèle original, mais ce que je me suis aperçu, c'est que j'aurais pu faire ça. Alors là-dedans, hein, c'est pour ceux qui voudraient faire ça plus facilement, parce que c'est pas très facile à trouver, les elevator plates, et surtout pas à un prix que j'estime pas cher. Parce que celle que j'ai trouvée, elle était à 10 €, ce qui fait cher par rapport au prix total du micro. Mais si vous voulez prendre du bon matériel et bien faire ça, vous pouvez prendre ça. C'est alors c'est des chutes que j'ai trouvées sur eBay. C'est ce qu'on appelle du German Silver, et en fait c'est un matériau spécifique fait de nickel et d'argent qui permet de mieux faire adhérer la soudure, et donc vous pouvez faire des elevator plates avec ça. Ça donne un son légèrement différent, mais pour l'usage d'un grounding, c'est vraiment pas mal. Et donc en pratique, du coup, ce qu'on appelle un split coil, c'est vraiment le même principe que d'avoir un humbucker. Donc si vous voyez, dans un humbucker, vous avez vos deux bobines, et donc elles sont bobines dans le même sens, chacune. Et vous allez rentrer avec un fil d'une certaine couleur. Moi j'utilise rouge parce que j'ai du rouge, parce que c'est un plus petit fil que les autres. Et vous allez sortir un noir et ressortir un rouge. Et donc en fait le principe c'est de vous rentrez et vous sortez avec le fil de la même couleur d'une bobine et de l'autre, parce que en fait comme il faut que le bobinage soit dans l'autre sens, en général on fait comme ça. Alors si on fait comme ça, c'est parce que à l'époque c'était fait je crois sur des machines à coudre, et puis de toute façon la plupart des moteurs n'avaient pas la fonction de tourner dans l'autre sens. En fait ça permettait de bobiner tout dans le même sens et d'avoir aucun problème à faire 25 000 bobines pareilles, mais après vous les câblez dans l'autre sens et ça fait exactement le même effet que si vous l'aviez bobiné dans l'autre sens. Et donc le fait de mettre les fils exactement de la même façon, ça vous permet juste de les repérer les uns par rapport aux autres, parce que si vous faites une bobine, vous dites ouais ça c'est ça et l'autre c'est l'autre. Moi ça m'est arrivé sur mon premier micro type un mini humbucker, fait avec exactement les mêmes bobines, de le mettre hors phase 4 ou 5 fois et ne pas comprendre pourquoi. Et c'est parce qu'en fait j'avais bobiné dans l'autre sens, et donc mon câblage allait pas. Donc au final je suis revenu à bobiner les deux dans le même sens et à les à mettre les fils dans l'autre sens, ce qui est beaucoup plus simple au final. Donc du coup c'est assez simple au final les micros type Fender. Alors ce qu'il faudra faire attention, c'est quand vous moi je préfère mieux faire des micros Gibson, parce qu'au final ce que vous faites c'est que vous prenez un fil de circuit électrique genre miniature pour par exemple pour circuit imprimé. Vous enroulez votre fil de cuivre au-dessus et vous mettez un petit point de soudure dessus. C'est très simple, ça va, si vous utilisez du fil recouvert de polyuréthane, donc le fil normal que j'utilise tout le temps, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir du étamé différent, avec une couverture différente pour avoir un son vraiment typé vintage. Donc je préfère pour l'instant prendre du fil plutôt facile à utiliser. Donc en fait dès que vous soudez, en fait le polyuréthane s'enlève du fil de cuivre, et donc vous avez une connexion directe sans avoir par exemple à poncer la couche qui va isoler votre fil de cuivre. Et donc en fait revenons à notre micro. En fait ce que ça fait, c'est que vous mettez votre fil avec le câble loin, et vous bobinez et vous le recollez et vous mettez de l'isolant. Moi ce que j'utilise c'est de l'isolant à bobine de téléphone, et c'est beaucoup plus simple que ça en fait, qui va vous demander d'être vraiment très précis, parce qu'en fait le fil de cuivre, comme il est très fin, à force d'être chauffé il va casser. Donc moi ça m'est déjà arrivé sur un micro comme ça d'en casser plusieurs, parce que le principe c'est que là c'est le bas de votre bobine, vous enroulez votre fil de cuivre autour. Après il faut voir dans quel sens vous voulez le bobiner, du coup soit vous le mettez dans ce sens là, soit vous le mettez dans l'autre sens. Moi j'ai pas d'autre choix que de mettre la base en bas, parce que sinon les aimants dépasseraient en fait, et je pourrais pas le coller sur ce qui me sert à bobiner mes micros, ce que vous verrez bientôt. Et donc en fait vous faites plusieurs tours, vous faites des nœuds. Moi des fois j'en fais
4 ou 5 pour que ça aille mieux. Vous enroulez, vous passez de l'autre côté, et souvent là c'est le moment le plus critique parce que vous devez à la fois avoir quelque chose de tendu et quelque chose de serré sans casser le fil de cuivre. On rappelle qu'un fil de cuivre de 44 à 42 AWG, donc c'est la mesure américaine, donc plus vous allez bas, plus le fil est épais, donc c'est à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, et ben c'est plus, moins solide qu'un cheveu. Donc à bobiner, c'est assez compliqué, et on fait des erreurs assez facilement. Bon, moi j'en suis à au moins une dizaine de micros faits, donc j'ai de moins en moins de problèmes avec ça, mais c'est comme tout, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et du coup le problème que ça va poser, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous devez rentrer votre fil, votre câblage qui va servir. Donc si vous êtes comme moi amateur des trucs un peu vintage, votre fil avec du tissu par dessus, enfin votre câble. Et ce que je faisais avant, c'était d'étamer l'intérieur de l'œillet. Ce que je trouve qu'il ne faut pas faire, en fait il faut faire l'inverse, il faut étamer le câble, et après vous faites légèrement dépasser derrière et vous remettez un point de soudure, ça va directement aller à l'intérieur. Après, les considérations des soudures froides et de dire que ça amène des problèmes électriques, non pas du tout, mais le problème de la soudure froide, c'est que vous ne savez pas comment elle est à l'intérieur, donc elle peut ne pas se connecter du tout à votre circuit électrique, sinon ça n'entraîne aucunement du buzz. En fait, ce qui va être problématique sur les soudures, plus que la soudure froide, mais c'est un des trucs qui arrive quand vous faites de la soudure froide, c'est que vous mettez trop de soudure, et c'est ça le problème, c'est que ça va pas faire que votre circuit soit particulièrement bon en termes de flot du courant à l'intérieur. Vous aurez légèrement moins d'efficacité. Bon, après, appliquer ça à un circuit avec des potentiomètres, ça fait pas grand chose au final, parce que c'est vraiment sur les gros circuits avec des circuits imprimés où là ça va être problématique, où il faut que le courant aille vite. Tandis que là, sur une surface de l'instrument de musique, c'est pas vraiment problématique. Parce qu'on l'a vu surtout pas sur une précision basse déjà. Ceux où ça pourrait être problématique mais ça l'est pas, c'est les instruments type Archtop avec du câblage vraiment long à l'intérieur, les câblages type Gibson, où vous allez avoir le switch d'un côté et les contrôles vraiment loin de l'autre, alors que là tout est du même côté, et le micro, il doit y avoir un maximum 20 cm de câble en longueur jusqu'au potentiomètre, donc des perditions électriques, il n'y en a aucune pratiquement, et comme on joue sur des valeurs très très faibles, tout ce qui est considération électrique, à part si ça se connecte pas, vos soudures, il n'y a pas de problème. Donc j'ai encore un peu digressé avec ça, que dire de plus. Donc c'est des aimants qui se montreront, enfin c'est des micros qui se montreront plus généralement d'ailleurs ça se monte obligatoirement sur des mousses, parce que vous voyez que le cache micro n'a pas de quoi retenir la bobine à l'intérieur, donc il faut forcément avoir de la mousse en dessous de vos micros, c'est ça qui va pousser vos micros vers le haut, et en fait le cache micro poussera les bobines vers le bas lorsque vous les vissez. Et donc du coup les vis qui vont rentrer là-dedans, c'est tout simple, c'est des vis type P90, hein, comme sur la plupart des instruments type Fender, hein. C'est les vis américaines de base, hein, qui prennent, donc il s'est pas emmerdé, il a pris le modèle qu'il avait sous la main. De toute façon c'est la caractéristique que vous pourrez trouver chez Fender, c'est des designs simples, facilement reproductibles, mais du coup avec la simplicité il y a des problèmes comme ça en fait, qui sont pour moi un peu embêtants, et qui font que j'arrive plus facilement à faire des micros plus complexes que ça, que de faire des micros Fender. Donc voilà, c'est fini pour cette partie. Je ferai sûrement des vidéos sur le bobinage, à voir si je les garde ou si j'en fais autre chose, mais je montrerai un peu comment on connecte ça.
Surtout, je montrerai comment on aimante des aimants. C'est très simple, mais il faut voir la technique. Je ne vais pas le faire là, parce que je pense que mon setup a besoin d'être refait, puisque c'est assez particulier dans le sens où ils font des aimants assez puissants, et bon, pour pas être ridicule et me pincer les doigts avec des aimants, je ferai ça dans une autre vidéo. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.